dernière lecture de détente? Ah, écoute, alors moi j'ai pour habitude de lire plusieurs livres en même temps. Donc j'en lis 4 là pour l'instant. Mais j'en ai d'ailleurs 3 avec moi, que je transporte partout avec moi toute la journée. Alors, tu vas être un peu surpris. Ah non, non, non. Le premier, c'est Charles Manson par lui-même. Charles Manson, c'est lui qui dirigeait la famille qui a commis ce crime atroce, le meurtre de Sharon Tate et de ses amis dans une villa dans les environs de Los Angeles, villa qui était louée à l'époque par Roman Polanski, qui lui n'était pas présent sur les lieux. Voilà. On vient de s'en rappeler il n'y a pas longtemps, parce que ça s'est déroulé en 1969, si je ne me trompe, et nous sommes en 2019. Voilà. Alors c'est un personnage qui a fini sa vie en prison. Il n'est jamais sorti de prison, il est mort il y a 1 an ou 2, je pense. Et il s'est confié à un ancien codétenu, qui entre-temps, lui, est devenu journaliste, et qui est un excellent journaliste, et qui est allé retrouver Manson en prison. Et Manson lui a parlé. Voilà. Et donc c'est un grand criminel qui se confie. Et c'est assez passionnant parce que on est replongé dans toute une époque, qui est l'époque des hippies, etc. Manson, c'est ça. C'est quelqu'un qui débarque à San Francisco à la grande époque, le Summer of Love. Et bien souvent, on a dit que le meurtre de Sharon Tate et de ses amis, bien c'est la fin du rêve hippie. Mais on est d'abord replongé dans toute cette époque. Manson lui-même, c'est quelqu'un qui a des velléités de musicien. Il a composé des airs. Il a rencontré des musiciens célèbres, comme par exemple Dennis Wilson, le batteur des Beach Boys, avec qui il a entretenu une relation amicale tout un temps. Et les Beach Boys ont même repris des morceaux composés par Manson sur un de leurs disques. Il y a des enregistrements. Voilà, c'est quelqu'un qui a voulu faire une carrière dans le show business. Et tu ressens le besoin à ce que ce livre t'accompagne tout le temps? Oui, parce que j'y vais par tranche. Je lis un chapitre ou une dizaine de pages. Je comprends, moi j'ai un peu cette technique-là voilà. aussi. Oui. Et puis je passe à autre chose. Oui. Et donc là, c'est un livre d'entretien ici par un réalisateur français qui s'appelle Dans la tête des SS. Alors j'avais vu le documentaire qu'il a réalisé, je pense qu'il a été diffusé sur FR3 ou sur Arte. Il est allé trouver de très vieux ex-SS qui sont encore pleins de leurs convictions et pleins de leur expérience et qui lui parlent. Voilà. Donc nous sommes là avec un autre type de grand criminel. Et il est parvenu vraiment à rentrer, on peut dire, dans leur tête. Oui. Donc c'est intéressant de voir qu'est-ce que ces gens-là avaient et ont toujours parfois dans la tête. Ils sont très âgés, ils étaient très jeunes à l'époque. Ils n'avaient pas, parfois même pas 20 ans à l'époque des faits. Et puis quand ils se confient à lui, ils ont au moins 90 ans. Voilà, il y a d'ailleurs des rendez-vous manqués parce que le type est décédé entre-temps. Voilà, j'ai trouvé le reportage tout à fait prenant, on en a beaucoup parlé. Il a été diffusé il y a 1 an ou 2, et maintenant sur le bouquin. Et c'est la 2e fois que je fais cette expérience. J'ai vu un documentaire, je l'ai apprécié, et puis je lis le livre qui en est dérivé, et je redécouvre les choses tout autrement, parce que le médium n'est pas le même. C'est le médium télévisuel dans un cas, c'est l'écriture dans l'autre. Mon autre exemple, c'est les entretiens d'Oliver Stone au Kremlin avec Vladimir Poutine. J'ai vu ça, ça a été diffusé sur Arte, c'est remarquable. Et puis est sorti le bouquin, qui lui est simplement la transcription de ces entretiens. Et j'ai redécouvert ces entretiens sous un tout autre angle, en les lisant plutôt qu'en les regardant et écoutant. C'est vraiment une expérience intéressante de se rendre compte à ce moment-là que le médium a un rôle très très important. Voilà. Le médium télévisuel ou le cinéma, je suis très cinéphile, a un impact immédiat. L'écriture, c'est un impact sur le plus long terme. Voilà. Donc c'est intéressant de revisiter les choses. Là, c'est, je crois, la 2e ou 3e fois que je fais ça. Et alors j'ai un 3e bouquin, et là je viens de commencer, c'est un roman, un classique, de ce qu'on appelle le roman noir ou le roman gothique. C'est Melmoth de Mathurin, écrivain irlandais. Voilà, c'est dans le sillage du Moine de Lewis, des grands romans gothiques noirs, donc la fin du 19e siècle en Angleterre, avec vampires, crimes. C'est une gibecière, c'est un sac. Les livres ne prennent pas
beaucoup de place. Donc Voilà. c'est presque un sac de femme où il y a de tout dans le sac de Voilà. femme. Ici, il y a la littérature. Ouais. Et alors sur la table de nuit, il y a un quatrième bouquin. D'accord. Je suis en train de relire un Bob Moran. Voilà. Ah oui, super. J'avais envie de relire un Bob Moran. J'ai C'est lu notre jeunesse. Hein. une centaine de Bob Moran quand Ah, oui, j'étais oui. très jeune adolescent. Et puis j'ai fait beaucoup plus tard dans mon métier la connaissance d'Henri Verne, qui est un personnage singulier, qui est aujourd'hui plus que centenaire, je pense. 60, oui. Et je me suis dit, mais au fond, j'ai envie de relire un Bob Moran. Alors je suis assez fétichiste pour ce qui regarde en tout cas les livres. Et donc j'ai voulu trouver l'édition d'origine, publiée chez Marabout en 64, Le Retour de l'ombre jaune, avec la couverture de Joubert, la présentation de l'époque. C'est assez amusant. Le papier de l'époque. Parce qu'on a parlé d'Henri Verne Voilà. il y a quelques jours avec Jean-Baptiste Barognan, Mm-mm. qui va le voir occasionnellement, Oui, c'est ça. une fois par mois, quelque chose Oui. comme ça. Quoi. Oui. Oui, mais c'est vrai, donc, tu vois, on est toujours entouré, on a toujours nos livres en cours, Voilà. on connaît le système, hein, Assez important pour moi de, de voilà. vivre avec. Je les transporte partout, je suis toujours accompagné par au moins un livre, mais souvent plusieurs. Voilà. D'accord. Alors bon, tu as une œuvre littéraire derrière toi, impressionnante déjà. Comment évolues-tu vers le choix d'un prochain écrit? Alors, d'abord, avant de répondre à ta question, je voudrais souligner que j'apprécie énormément que tu emploies ce terme de littéraire. Parce que bien souvent, quand on écrit des essais ou des ouvrages documentaires, il y a une opinion publique qui dit que ça, c'est pas de la littérature. Or, voilà, vient de paraître récemment, il y a quelques semaines, dans la collection La Pléiade, un certain nombre d'œuvres choisies de Georges Duby. Georges Duby, c'est un très grand médiéviste français du XXe siècle, la fin du XXe siècle. C'est l'auteur d'ouvrages d'une importance capitale pour notre appréhension du Moyen-Âge, mais c'est aussi un véritable écrivain. Voilà, comme l'a été au XIXe siècle un Michelet, par exemple, c'est à la fois un grand historien romantique et aussi un écrivain de premier plan. Bon, je ne me compare pas à Michelet ou à Duby, mais ce sont des modèles pour moi. Ce sont des idéals types vers lesquels je tends. Mais voilà. Et donc je pense qu'on peut très bien être un auteur d'ouvrages de non-fiction, ce qui est mon cas, et faire un véritable travail d'écriture, un travail qui appartient effectivement à la littérature. Comme il y a de très mauvais romanciers dont les ouvrages pour moi n'appartiennent pas à la littérature. Je ne citerai pas de nom. Voilà. Alors maintenant je réponds à ta question, après ce préliminaire. C'est soit, il y a deux options, soit le sujet s'impose à moi. Voilà. À un moment donné, par exemple, j'ai publié une biographie de Léon de Grelle. C'est un personnage qui me tarabustait, qui m'intriguait depuis des années. Et à un moment donné, j'ai senti que j'étais mûr pour franchir le pas et m'attaquer, pour la première fois d'ailleurs, à une biographie. C'est que j'avais jamais attaqué ce genre particulier. Et voilà, ça s'est vraiment imposé. Ça a mûri pendant très très longtemps, puis ça s'est imposé. Soit je me pose beaucoup de questions Oui, d'accord. pendant des mois. C'est difficile, c'est douloureux. Je me réveille parfois en pleine nuit. Et à ce moment-là, moi je ne suis pas insomniaque, mais là ça peut m'arriver. Et je me dis, bon, mais après quoi? Parce que je me projette toujours dans le livre suivant. Parce que tu es un personnage très curieux, on l'a découvert par la lecture déjà. Tu as un horizon très élargi. Mais se dire, tiens, dans quoi je vais maintenant me plonger? Oui. Parce que j'ai ça, oui, ça je peux y aller. Mais ça aussi c'est passionnant. Voilà. Alors que tu sais que tu vas être embarqué pour, je sais pas, 3 ou 6 mois d'écriture. Je ne sais pas le rythme que tu emploies pour finir. Écoute, c'est une bonne année. Une bonne année, donc voilà, tu dis, c'est quand même rentrer au monastère presque de ça. Alors, il m'est arrivé, retraite, hein. d'écrire un livre entier et puis de le détruire. D'accord. C'est arrivé au moins 2 fois, parce que je me suis rendu compte, après l'avoir rédigé, que ça n'en valait pas la peine. Que je n'apportais pas vraiment quelque chose de neuf sur le sujet. Tu avais fait un condensé de ce qu'il y avait autour de toi. Et ça ne t'a pas satisfait. Oui, c'est ça, c'était pas satisfaisant. Je me suis dit, je ne veux pas laisser ça derrière moi. Et donc, je déchire, je détruis. Tu détruis. Ah oui, j'ai pas gardé. Voilà. Quitte à revenir après sur le sujet. Oui, d'accord. Ça m'est arrivé, mais parfois sous une autre forme. Voilà. Mais tu veux l'oublier. Voilà.
Oui. Tu le détruis. Je vais prendre un exemple. J'ai écrit à un moment donné une histoire de la sorcellerie, voilà, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et puis je me suis dit, mais je n'apporte rien de vraiment neuf dans ce domaine, que je fréquente depuis longtemps et que je connais bien, mais... Et donc ça n'en vaut pas la peine, quoi. Et donc j'ai détruit l'ouvrage. Par contre, là, j'ai travaillé récemment sur le pacte avec le diable, et on a accusé les sorcières au XVIe et XVIIe siècle, et non pas au Moyen-Âge, parce que les grandes chasses aux sorcières, contrairement à une idée reçue, c'est pas le Moyen-Âge, c'est l'aube des temps modernes, ça doit nous poser question. On les a accusés d'avoir signé un pacte implicite avec le diable. Donc là, il n'était même plus nécessaire de prouver l'existence de ce pacte. Leur seule existence, la seule diffamation de ces personnes, essentiellement des femmes d'ailleurs, mais aussi des hommes, cela suffisait, n'est-ce pas? Et ça prouvait l'existence d'un pacte implicite. Et donc là, je suis revenu sur cette sorcellerie, mais sous un angle, je dirais, inhabituel, c'est-à-dire ma problématique, mon approche cette fois-ci, c'était pas la sorcellerie en soi, ou les sorcières, c'était le pacte avec le diable. Et ça, je sais que jamais, jusqu'ici, on a écrit l'histoire du pacte. Alors, quand tu entames donc cet ouvrage qui vient de sortir ici, il y a quelques jours, hein, oui, exact. Comment le structures-tu? Oui. Je me suis dit que j'allais réaliser une traversée chronologique. D'accord. Parce que je me suis dit, mais quand est-ce que cette notion est apparue? Quand est-ce qu'elle est née? Dans quel contexte? Et pourquoi? Voilà. Le pacte avec le diable, tout le monde a entendu parler de ça. On sait plus ou moins de quoi il retourne. L'exemple le plus célèbre, c'est un exemple littéraire, c'est le Faust de Goethe, n'est-ce pas? Or, derrière le Faust de Goethe, le mythe de Faust, qui est un savant qui a signé un pacte avec le démon, il y a un personnage historique, je l'ai découvert. Bon. Et puis le tout premier à avoir parlé de ça, c'est bien auparavant, parce que Faustus, c'est un personnage de savant de la Renaissance, et Goethe écrira là-dessus bien après. Mais le tout début, c'est bien avant ça, c'est un tout grand théologien, penseur et écrivain. On dit souvent que c'est le dernier penseur de l'Antiquité et le premier penseur du Moyen-Âge, et sa pensée va servir de socle à l'ensemble des siècles médiévaux. C'est Augustin d'Hippone, dit Saint Augustin, voilà, qui est un personnage assez particulier, puisque c'est quelqu'un qui a, avant de se convertir au christianisme, il a d'abord été manichéen. Quand on dit manichéen, c'est pas au sens commun du terme, c'est dans la secte manichéenne, qui était une croyance bien précise. C'est quelqu'un qui a été très attiré par la sensualité. Qui était marié. Qui, à un moment donné, a vécu en concubinage et a eu un enfant, n'est-ce pas? Et puis, il s'est retiré de tout ça. Enfin, c'est un personnage singulier, particulier. C'est quelqu'un qui aussi avait une haute conscience des événements politiques de l'époque. De son vivant, Rome a été razziée pour la première fois par des troupes barbares, n'est-ce pas? Et ça a été un traumatisme dans l'Antiquité. On pourrait pratiquer une analogie un peu risquée avec les attentats du 11 septembre 2001. Pour la première fois, les Américains étaient visés effectivement au cœur battant de la ville de New York, n'est-ce pas? Et donc par rapport à ça, Augustin a réagi. Il s'est rendu compte que l'Empire romain ne serait pas éternel. Empire qui était en but à une double pression, des Perses en Orient, des barbares, des germano-scandinaves en Occident. Et c'est là qu'il a écrit son chef-d'œuvre, La Cité de Dieu, où il dit, bon, il y a une cité des hommes, et tout le monde peut comprendre qu'il nous parle en réalité de l'Empire romain, n'est-ce pas? Et il y a une cité de Dieu, et ça c'est tout autre chose, c'est l'Église. C'est l'Église qui se présente comme intermédiaire entre le monde divin et celui des hommes, et celle-là, elle est éternelle. Ça veut dire, Rome va sans doute s'écrouler, mais l'Église, elle, tiendra bon. Ça, je pense que c'est le message subliminal, en tout cas c'est celui que moi je lis en lisant La Cité de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que ce personnage va parler, c'est le tout premier, n'est-ce pas, d'un pacte avec le diable. Et je me suis dit, que représente pour lui ce pacte avec le diable? Eh bien, il représente le fait, alors qu'on est
dans cet empire romain finissant, en voie d'effondrement, on est dans une société christianisée. On l'oublie souvent, mais la religion chrétienne était devenue la religion officielle de l'empire romain, n'est-ce pas? Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a une série de gens, à travers l'empire, qui continuent à pratiquer des rites qui relèvent des anciennes croyances. Des rites notamment de divination, à partir des boyaux des oiseaux, etc., n'est-ce pas, ou du vol des oiseaux, ou encore des étoiles, l'astrologie, etc. Des rites magiques, autrement dit. Et pour lui, les gens qui font ça, ils sont éminemment critiquables, parce que ça montre qu'ils ne sont pas encore totalement bien christianisés, que leur christianisme n'est finalement qu'une sorte de vernis, n'est-ce pas, puisqu'ils continuent à s'adonner à ces pratiques-là. Et donc il dit, ben, les gens qui font ça, ils sont entrés en négociation avec les démons. Et il emploie le mot pacta, ils ont signé un pacte. Donc il le voit clairement d'une manière symbolique. Et ce que je raconte dans mon livre, ce que je découvre en effectuant cette recherche à travers le temps, c'est que peu à peu ce pacte symbolique aux yeux de saint Augustin, il va se concrétiser, il va devenir de plus en plus concret. Et on arrive même à un moment donné, avec un personnage haut en couleur comme Gilles de Rais, à la toute fin des siècles médiévaux, au XVe siècle, à la fois compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, mais aussi serial killer avant la lettre. Il doit tuer une centaine de jeunes gens dans des rites criminels et sexuels à la fois. C'est un personnage complètement double comme ça. Et là, on a retrouvé un pacte. Et il a avoué les choses finalement, puisqu'il y a eu un procès, il a été condamné et exécuté, ce grand seigneur, n'est-ce pas? Et Gilles de Rais a signé un pacte avec le démon. Et là, on a un pacte concret. Voilà. Il l'a fait pour en retirer des avantages. Question que je me posais, Ouais. et tu viens déjà de citer certains noms, est-ce qu'il y avait déjà des ouvrages qui t'accompagnaient, qui étaient chez toi, et qui parce que j'ai lu la bibliographie qui est reprise en fin d'ouvrage, qui était impressionnante. Oui. Donc tu es déjà accompagné de certains ouvrages, mais qui ont dormi peut-être chez toi pendant des années après lecture. Bien sûr. Oui. Non, je m'intéresse à l'occultisme et à la magie depuis très longtemps. Et donc sur mon chemin, j'ai rencontré cette notion de pacte avec le diable à différentes reprises. Voilà. J'ai lu par exemple il y a des années le Faust de Marlowe qui précède. Marlowe c'est un rival de Shakespeare. On est à l'époque élisabéthaine. Et ça précède le Faust de Goethe, qui est d'au moins un siècle. Et ce texte m'avait fasciné. Voilà, je me suis dit, là, il y a quelque chose de vraiment intéressant et curieux, d'autant que Marlowe va mourir tragiquement aussi, très jeune. C'était peut-être un espion, c'est quelqu'un qui fricotait avec les truands de l'époque. Enfin bon, il meurt à Deptford, dans un faubourg de Londres, poignardé. Voilà, alors que c'est un des plus grands tragédiens de l'époque, un succès. Et lui, ce personnage de Faust le fascine. Et derrière le personnage de Faust, il y a sans doute dans l'esprit de Marlowe un personnage historique, encore une fois, qui n'est pas le Faust historique, mais qui est un savant anglais, très proche de la cour, qui est John Dee. John Dee, c'est l'astrologue de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. C'est quelqu'un qui va inventer, par exemple, le concept, la notion et l'expression de Empire britannique. Voilà, on le doit à John Dee. C'est un mage, il prétend aussi communiquer avec des esprits. Il va vivre tout un temps à Prague, où il sera l'hôte d'un empereur d'Allemagne fasciné par l'occultisme, qui est Rodolphe II. C'est à l'époque qu'il y a à Prague la création d'une rue des alchimistes, qu'on peut toujours visiter aujourd'hui. Voilà. J'ai visité Prague il y a des années, ça m'avait marqué, ça m'a fasciné. Donc là aussi, ce sont des choses qui reviennent. C'était dormant. Et qui viennent constituer la fresque. J'ai pu réveiller toutes ces choses-là, oui, absolument. Donc, et quand tu évolues donc dans la structure, dans la construction de l'ouvrage, comment parviens-tu à élaguer certaines choses? Alors voilà, les pactes avec Satan, il y en a eu des milliers, tantôt imaginaires. On a accusé par exemple un pape, carrément, le fameux pape de l'an 1000, Sylvestre II, d'avoir signé un pacte avec le démon, parce que c'est quelqu'un qui était de naissance très humble. Et Gerbert d'Aurillac, il est devenu pape, il est monté tout en haut de la hiérarchie cléricale à l'époque, ça voulait dire beaucoup. Et donc on s'est dit, comment est-ce possible que quelqu'un d'aussi humble extraction, aussi modeste extraction, devienne pape? Il y a là derrière un prodige, un miracle ou un sortilège. Et on l'a accusé très très vite d'avoir pactisé avec le démon. Voilà. Et donc, j'avance
à travers ces différents personnages. Et parfois j'en traite un ici, un là. C'est un peu comme les livres que je lis là, où je lis un chapitre ici, puis un chapitre là, et puis comme ça j'avance. Et puis à un moment donné, le puzzle s'imbrique. Et effectivement, il y a des choses qui sont éliminées. Je souris parce que je pense un peu à la conversation qu'on a eue avant l'entretien ici, à la lecture, à la correction par l'éditrice. Il faut en connaître un fameux bout pour se lancer sur le sujet. Oui, alors j'ai la chance. J'ai publié beaucoup dans différentes maisons d'édition, enfin essentiellement dans 3 maisons, aux éditions Talendier à Paris, un éditeur d'histoire, où j'ai publié notamment l'érotisme au Moyen-Âge, qui est un ouvrage qui est toujours disponible. C'est eux qui ont ressorti aussi en poche mon livre Hitler et la franc-maçonnerie. Voilà. Aux éditions du Rocher, où je m'entendais très bien avec le patron, Jean-Paul Bertrand, qui est décédé malheureusement. Et puis, depuis quelques années, aux éditions Racine, ici à Bruxelles. Et j'ai la chance d'être accompagné, je dirais. Voilà. D'abord par le staff éditorial de Racine, qui me fait toute une série de remarques. On a d'abord une discussion préliminaire sur le thème, le sujet. Et puis, après ça, une fois qu'on entre dans le vif du sujet, il y a effectivement une correctrice qui intervient. En l'occurrence, c'est une correctrice, ça pourrait être un correcteur, et qui me fait toute une série de remarques. Et il y en a beaucoup. Elle va plus loin que seulement des corrections de type orthographique ou grammatical. Elle va plus loin que ça, et elle met parfois le doigt sur des choses qui me titillent, qui m'interpellent, et où je revois alors mon texte en conséquence. Parfois aussi, je ne suis pas content, je m'énerve et je dis non, en majuscule dans la marge, et je dis non, ça je refuse cette correction-là. Ça peut arriver également. Non, parce que j'ai admiré à la lecture un petit peu l'évolution du récit. Je vois un petit peu les différents chapitres, comment ils ont été disposés. Magnifique. Je te remercie. Magnifique parce qu'encore une fois, on sent qu'il y a de la connaissance, qu'il y a énormément d'informations dedans. Tu cites des sources qui sont des tremplins pour d'autres découvertes. Oui. J'aime bien. J'étais enseignant pendant des années. C'est important pour moi de transmettre. Voilà. J'ai incité beaucoup mes étudiants, mes étudiantes à aller plus loin, à découvrir des choses par eux-mêmes, par elles-mêmes. C'est très très important pour moi. Voilà. Je pense que dans mes ouvrages, je tente ça aussi, d'ouvrir des portes. On sent derrière toi le conteur, évidemment, et dans l'écriture, ça se transpire aussi. C'est le fait de pouvoir expliquer, je veux dire, d'emballer les choses pour dire, de pouvoir le rendre compréhensible. Et ça, c'est important dans l'écriture. Oui, alors, c'est un travail, je vais utiliser un terme qui a souvent mauvaise presse, c'est un travail de vulgarisation, dans le sens où la vulgarisation, c'est s'adresser au grand public. Voilà. J'essaye de faire en sorte, et à chacun de mes livres, j'essaye de faire en sorte un peu plus qu'il soit accessible par un très grand nombre de gens. Voilà. Mais dans le même temps, et c'est là que l'exigence est complexe, et c'est le défi qui m'interpelle, qui me fait bouger aussi, qui me met en marche, qui me met en route, c'est de croiser avec cet axe que j'appellerais quantitatif, un axe qualitatif, et c'est-à-dire que derrière cet aspect conteur, vulgarisation, etc., je veux quand même apporter aussi des éléments historiques et scientifiques très rigoureux, d'une part. Tout est sourcé, j'indique mes sources à la fin, on peut retrouver très précisément les sources. Je crois que c'est très très important dans ce type de travail, mais aussi amener du neuf, amener une façon nouvelle d'envisager les choses, d'une façon différente. Voilà, et là je prends parfois des risques, parce qu'un historien et un essayiste, je pense, peut prendre des risques, à condition de les présenter comme tels. Voilà, je ne dis pas, voilà ce qui s'est passé, ou voilà la vérité à ce sujet-là. Je dis, voici une hypothèse. Je vais maintenant l'argumenter devant vous. Je vais procéder à une démonstration, et puis vous déciderez, vous prendrez ou vous ne prendrez pas. Ça dépend du lecteur. Je souris parce que le rêve que j'aurais, c'était un rêve, d'avoir eu un prof de maths avec ce talent, évidemment. Ah oui. Pas mal. Faire passer les mathématiques avec justement cet art de pouvoir les expliquer, ça c'est autre chose. Revenons à l'ouvrage. Bon, on évolue maintenant vers une période un peu plus contemporaine. Oui. Quel est le scoop? Alors, effectivement, on peut s'imaginer, et moi je me l'imaginais a priori aussi, que cette histoire de pacte avec le diable, ça se développe à la fin de l'Antiquité,
ça prolifère au Moyen-Âge, ça explose au moment des chasses aux sorcières, et puis vient le siècle des Lumières. On se dit, ben, ça va disparaître. C'est quelque chose qui va se déliter. On fait la lumière dans les ténèbres et il n'est plus question de pacte et de démons, n'est-ce pas? Eh bien non. À ma grande surprise, j'observe et je découvre, et j'en fais part au lecteur, que la notion se déplace et qu'elle va toucher un nouveau domaine, c'est le domaine artistique. Voilà. Un peintre d'abord, dont va parler un certain Sigmund Freud dans les années 1920. Ce peintre, au XVIIIe siècle, a prétendu avoir signé un pacte avec le diable, et des musiciens ensuite. Voilà. Au XIXe, de grands musiciens dans ce qu'on appelle le domaine de la musique dite classique, en l'occurrence Tartini, qui est un compositeur contemporain de Vivaldi, qui va avoir une influence notamment sur Léopold Mozart, sur d'autres, de par son jeu de... C'est un violoniste, n'est-ce pas? Et il prétend sa pièce la plus célèbre, sa composition la plus célèbre, s'appelle le Tri du diable, qu'elle lui a été dictée par le diable au cours d'un rêve, n'est-ce pas? Au cours d'une sorte de vision nocturne. Voilà. Je trouve son cas tout à fait intéressant. Et après Tartini est beaucoup plus célèbre que lui encore. Et il y a le fameux Paganini, n'est-ce pas? Et là, je donne des témoignages de l'époque, notamment un témoignage du poète allemand Heinrich Heine, qui a assisté à un concert, une prestation de Paganini, et comme disent certains critiques musicaux aujourd'hui, c'est une espèce de rockstar avant la lettre. Voilà. Il y a tout un show, et c'est quelqu'un à qui on va imputer aussi un pacte avec le diable, et lui-même, il laisse courir la rumeur, n'est-ce pas? Mais ça se traduit par le fait que lorsqu'il décède à l'âge de 57 ans, à Nice, l'évêque local refuse de l'enterrer, n'est-ce pas? Et donc son cadavre va être transporté pendant des années. Là, on entre dans un roman noir, mais c'est la pure réalité, n'est-ce pas? Et c'est finalement un pape qui va le réhabiliter in extremis et faire en sorte qu'il puisse être inhumé proprement. Et après ces deux épisodes importants, nous arrivons au XXe siècle avec le blues et le rock, n'est-ce pas? Et la musique du blues qui va avoir une influence fondamentale sur la musique rock. Des groupes comme les Rolling Stones ou les Zeppelin ou d'autres, ce qu'ils vont faire, ce sont des passionnés de blues, ils vont électrifier le blues. Voilà. Or, dans le blues, il y a un mythe à l'origine, une légende dans le delta du Mississippi, qui fait d'un certain nombre de musiciens des gens qui auraient pactisé avec le diable. Ça se passe à un carrefour. Ça, c'est intéressant parce que déjà au Moyen-Âge, ici en Europe, la rencontre avec le diable se passe généralement à un carrefour. Et généralement, le pacte se signe aussi au milieu de la nuit, n'est-ce pas, minuit. Eh bien, ici aussi, ça se passe à un carrefour, et c'est en pleine nuit qu'un grand type noir va apparaître au musicien de blues, va lui apprendre à accorder sa guitare, et quand le type reviendra parmi les siens, il saura jouer d'une manière exceptionnelle. Voilà. C'est arrivé un très grand bluesman qui s'appelle Robert Johnson, et Robert Johnson va mourir de façon tragique à 27 ans. Il est sans doute empoisonné par un mari trompé, il va agoniser pendant des jours. Il avait 27 ans, n'est-ce pas? La fameuse âge où on va mourir un certain nombre de rockstars par la suite, comme Jim Morrison ou Jimi Hendrix et d'autres. Et heureusement, il a réalisé une série d'enregistrements. Et ces enregistrements vont réapparaître dans les années 60. Et là, ça va être une découverte, une illumination, notamment pour le compositeur et guitariste des Rolling Stones, Keith Richards, qui en parle. Voilà. Et je termine sur un épisode très peu connu, qui est un épisode qui met en scène une des plus importantes rockstars de la fin du XXe siècle, qui est David Bowie, qui est décédé il y a quelques années. C'est un épisode très particulier, puisque à un moment donné, il pense être en contact avec le démon, et il essaye de s'en sortir par une forme d'exorcisme. Et ça va de nouveau se traduire très concrètement, puisque lors de différentes interviews, j'ai lu l'ensemble des interviews de David Bowie, tous les interviews qu'il a données dans la presse essentiellement britannique, mais aussi ailleurs. Il porte un crucifix à partir de cette expérience qu'il vit à Los Angeles, alors qu'il n'est pas précisément croyant. Et donc on débouche sur une question la mise en scène très, très particulière. De son décès est extraordinaire. Oui, c'est un personnage, un acteur, n'est-ce pas, dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un aussi de très intelligent, c'est un compositeur, c'est quelqu'un qui sent bien l'air du temps. Et voilà, donc cet épisode est d'autant plus troublant. Voilà. Et c'est quelqu'un, il y a ce cas de figure très particulier,
qui visiblement croit dans les forces obscures, les puissances du mal. Il se protège avec ce crucifix, et en même temps, il n'est pas croyant en Dieu. Et dans l'autre sens, nous avons un mouvement dans l'Église contemporaine d'un certain nombre de théologiens, comme Hans Kung, par exemple, que je cite, qui sont des théologiens un peu provocateurs, un peu à la marge, mais qui disent « Dieu n'a pas besoin du diable pour exister ». Finalement, là, on abandonne la croyance au diable au sein même de l'Église. Nous avons d'un côté des gens qui croient dans l'existence du démon et pas en Dieu, et d'autres qui croient en Dieu mais pas au diable. C'est une situation très particulière, et ça c'est notre situation contemporaine. Donc voilà, mon ouvrage débouche sur cette réflexion. Alors j'ai eu la chance d'entendre, d'écouter un exorciste qui pratique son ministère ici à Bruxelles, fin de l'année passée, et cette question lui a été posée. Est-ce que vous croyez au diable? Alors qu'il pratique des exorcismes. Et c'est intéressant parce qu'il pratique notamment, il est consulté notamment par des personnes de confession musulmane, à qui il dit, mais moi je suis un prêtre catholique, non, mais ça ne fait rien, on a besoin de vous, vous pouvez peut-être nous aider, etc. Et voilà. Et c'est un personnage empreint d'une grande sagesse et d'une certaine bonhomie aussi, assez pittoresque. Et donc il a répondu à cette question, mais comment pouvons-nous avoir foi dans un personnage comme celui-là? Avoir foi, ça veut dire accorder sa confiance, accorder du crédit, alors que c'est une force de néantisation, n'est-ce pas? Et c'est déjà ce que disait Augustin d'Hippone. Dans son ouvrage que je cite, de la doctrine chrétienne, il dit le mal, c'est une pure soustraction, c'est une force de néant, négativité. Ce n'est rien de positif, n'est-ce pas? Voilà. Donc quel est le sexe du diable? Alors, il est capable de prendre toutes les positions et d'adopter toutes les formes de sexualité. Puisque, et les médiévaux le savaient bien, dans leur grande sagesse, il peut apparaître la nuit sous forme d'un démon incube ou succube, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et notamment, il y a une légende au sujet du fameux pape Sylvestre II, le pape de l'an 1000, qui est monté sur le trône du souverain pontife, n'est-ce pas, en 999, c'est intéressant, c'est le chiffre de la bête inversé, 666 dans l'Apocalypse de Jean. Eh bien, déjà là, il y a un démon qui lui apparaît, qui s'appelle le démon de midi, à ce Sylvestre d'Aurillac, ce Gerbert d'Aurillac, le pape Sylvestre II, et ce démon de midi est un démon femelle. Voilà, donc voilà, pour répondre à votre question, toutes les formes de sexualité sont envisageables avec le diable. Moi, c'est pour attiser un petit peu le feu du bûcher sur lequel je vais me mettre, parce que toutes les vierges effarouchées, évidemment, vont être frustrées de ne pas voir que tu n'as pas mis diablesse en titre, alors que dès le départ, tu parles de sorcier, sorcière, avec tes petits points, alors que c'est un mot... Alors, il y a beaucoup plus quantitativement de sorcières que de sorciers lors des grandes chasses aux sorcières, donc des 16e et 17e siècles. Voilà pourquoi je pense que c'était important d'insister là-dessus. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs, puisqu'il s'agissait de femmes qui disposaient d'un certain nombre de savoirs, notamment c'était les sages-femmes, n'est-ce pas, qui procédaient aux naissances. Elles se voient confisquer leur savoir-faire et leur métier ancestral par des hommes qui, eux, sortent des écoles savantes à l'époque. Et c'est pourquoi ces sages-femmes sont quasi systématiquement traitées de sorcières, ou ce sont les femmes dont va s'inspirer un médecin tout début de leur naissance, Paracels, qui disposait d'un savoir par rapport à l'usage des plantes, etc. C'est toute cette médecine-là qui est rejetée à travers les sorcières, et ce sont les femmes qui sont rejetées par des hommes savants formés aux écoles, dans les écoles, n'est-ce pas? Voilà, j'ai perdu un peu le fil là. Ah oui, c'est ça. Alors pourquoi je n'ai pas parlé de diablesse? Oui, parce que, autant quantitativement les sorcières sont plus féminines que masculines, autant quantitativement le diable apparaît le plus souvent sous une forme masculine. Prenons le démon subalterne, n'est-ce pas, qui apparaît à Faust, Méphistophélès, il apparaît sous la forme d'un homme. Donc voilà, même s'il y a ce démon de midi... Voilà, démon, diable, il y en a encore d'autres de mots? Démon, diable, Satan, et alors il faut être prudent avec ces mots. Voilà.
Et les médiévaux le savaient bien, ils utilisaient des périphrases. Pourquoi? Parce que le dire, c'est l'invoquer, c'est l'évoquer. Et il pourrait donc apparaître. Et c'est pourquoi, par exemple, les médiévaux, dans leur grande sagesse, l'appelaient l'adversaire ou l'ennemi du genre humain, n'est-ce pas? De façon à ne pas citer son nom, pour ne pas l'appeler. Littéralement, l'appeler, lui donner une appellation, mais aussi l'appeler, l'évoquer, le faire venir à soi. D'accord. Voilà. Comme on évoquait hier, une relecture de l'ouvrage, Oui. et comme on le disait tantôt, une relecture suite à un film qu'on a vu, Oui, un oui, documentaire, vous trouvez? Ah oui, alors là, par exemple, le grand film aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est L'Exorciste. Oui. Ça, c'est un film qui a marqué les imaginations en plein XXe siècle. Tout à coup, le diable est réapparu. Et il faut savoir que le romancier s'est basé sur une affaire réelle, d'une part, et d'autre part, il a voulu prouver l'existence de Dieu en mettant en scène son cas. Voilà, on vient d'en être très content que vous êtes venu nous parler de l'ouvrage, alors qu'on a Ouais, abordé avec que plaisir. les 3 premières lignes de chacun des chapitres. Ouais, Il y a de quoi encore passer de somptueuses soirées. merci beaucoup. Je vous remercie Ouais. beaucoup. Et à très bientôt encore.